Sophie. Je suis vraiment contente de t'amener là au lac de Paillon. Là, on est sur la commune de Campan. C'est un endroit où tu peux vraiment venir pour te ressourcer, pour t'éveiller les sens. Là, si tu regardes bien autour de nous, on est vraiment entouré de montagnes. On est vraiment comme dans un cocon ici. L'endroit idéal pour se ressourcer, c'est souvent ce qu'on cherche dans nos échappées belles, des lieux comme ça un peu préservés, avec un environnement protégé. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous présente Sandy qui va m'accompagner pour le début de ce voyage. Alors Sandy, moi j'ai choisi les Pyrénées parce que j'aime beaucoup cet endroit. Alors quand on parle des Pyrénées, c'est la chaîne de montagnes qui s'étend de l'Espagne à la France. 430 km², il fallait que je trouve quand même une zone géographique limitée. Mon choix s'est arrêté sur les Hautes-Pyrénées, un magnifique territoire qu'on va découvrir ensemble, en commençant par cette balade-là, rafraîchissante, avant de rejoindre Bagnères de Bigorre. C'est formidable d'être avec toi, Sandy, parce que je sais qu'on va avoir plein de choses à faire ensemble. Ouais, moi je suis accompagnatrice en montagne, je fais de la vannerie sauvage, un peu de yoga, donc ouais, on va pouvoir s'amuser. Très bien, et je suis aussi très heureuse de pouvoir partager tout ça avec vous. Allez, c'est parti. Dans les Pyrénées, l'hiver, ça ressemble à ça. Le fait d'avoir plus grand que nous autour de nous. Et ça rend humble infiniment les montagnes en fait. On se sent tout petit. Ça fait vraiment du bien, je trouve, à l'humanité. Pour Sophie Jovillard, des chiens sont au top et moi je m'éclate. une échappée 100% passion. Je ne m'attendais pas du tout à tomber sur une épicerie comme celle-ci. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté là. Alors ici, on a une tradition, entre guillemets, les vestes, soit on leur donne le nom de son créateur, ou alors du premier client qui nous a acheté la veste. 100% nature. Tout ce qu'on peut voir, entendre, sentir, goûter, toucher, c'est fabuleux. Il y a 1001 possibilités d'exploration dans la nature, donc on part vraiment de là dans mes balades. Il y a des moments où j'ai l'impression d'être transincarnée dans une abeille, parce qu'à force d'être au milieu des abeilles et de travailler avec elles, j'ai complètement adopté la cause des abeilles. Je vois un oiseau, moi, là-bas. Ah, mais c'est peut-être le gypaète. Ben oui, c'est lui. Un esprit montagnard toujours vivant. Cette cascade de glace qui est un atelier d'initiation pour des gens qui n'ont jamais fait. C'est un peu comme une découverte, un pied à l'étrier vers la haute montagne. Et qui se transmet. C'était une vraie volonté de ma part de former les générations futures. C'est eux, là, ces petits-là de 5 ans, là, qui courent dans la montagne et tout ce qu'ils apprennent là, ce savoir, ils pourront aussi à leur tour le transmettre. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on est 98 habitants permanents, à peu près 45% de la population en moins de 45 ans. C'est l'image du renouveau. Allez, bienvenue dans les Hautes-Pyrénées. Venez goûter notre bon jambon. En se baladant ici à Bagnères de Bigorre, on est vraiment là au cœur des Hautes-Pyrénées, dans le comté historique de Bigorre. Ouais, Bagnères, c'est la ville thermale. Bagnères, on parle de Bagnères, c'est l'eau. On dit que c'est les Romains les premiers à avoir découvert les sources d'eau chaude ici. Ouais, les Romains étaient friands de tout ce qui était soin par les eaux. Mais c'est pas seulement une ville thermale. On a vu quelques façades avec des colombages. Il y a de belles choses. Ouais, au niveau architecture, c'est quand même assez particulier. D'ailleurs, sur la gauche, tu vois, Sophie, c'est la tour des Jacobins. Qui date du début du 14e. Là. Ils ont fait la première partie basse et la dernière partie avec la cloche a été faite plus tard au 19e. Plus travaillée. Qui donne un peu le son à Bagnères. Ça fait 8 € s'il vous plaît.
Sandy, c'est jour de marché. Ouais. Je compte sur toi pour me présenter les meilleurs producteurs. Hein. Bah, tu vois, justement, il y en a un là, Samuel Marguet, qui fait du super bon fromage. Chèvres, brebis. Des chèvres, des brebis et des vaches. Il te reste du Montaigu? Il reste du Montaigu, ouais, tout à fait. Le Montaigu, c'est une adaptation, une façon Mont d'Or en fait. Moi, je suis originaire du Jura. Ah oui, de fromage cerclé comme ça. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que cette tradition jurassienne, elle s'est bien adaptée ici au fromage des Pyrénées. Ouais, voilà. C'est vrai que sur le marché de Bagnères, l'avantage, c'est qu'on est plein de petits paysans qui produisent une diversité de fromages et donc ça permet aux clients d'avoir une variété à l'intérieur de leur plateau qui est assez pertinente, quoi. Et qu'est-ce qui vous a fait quitter vos montagnes du Jura pour venir ici? La part de rêve de la montagne pyrénéenne, quoi. Ah, c'est joli cette expression. Toi aussi, t'es venu chercher une petite part de rêve? Bah oui. Un endroit où on se sent vraiment bien, où les choses ont du sens. Tu veux quoi, en fait, comme fromage pour notre Moi, je me pique-nique? dis un petit Montaigu et un petit frais, ça serait pas mal. Ça marche. Avec plaisir. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt. Et là, regarde, juste aller chez Steph. Bonjour Steph. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez alors? Des crèmes de châtaigne. On va être copines toutes les deux. J'adore ça. Et en général, vous conseillez de les consommer avec quoi alors? Avec des crêpes, avec du fromage blanc, sur des gaufres. Ce que j'adore, c'est avec le petit fromage frais de François là. Il se prépare bien notre petit pique-nique. Hein. Ouais, je le sens bien, Sandy, je le sens bien. On vous en prend un pot. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci Steph. J'aime bien, moi, ces halles comme ça, ces marchés où il y a toujours plein de vie. Là, c'était les anciennes foires au bétail qu'il y avait ici. Et là, ce qui serait chouette, c'est de prendre le jus de pomme de François, pas mal. Bonjour François. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez alors? Alors, un jus de pomme gingembre, D'accord. fleur de sureau, jus de pomme, et après des mélanges de fruits rouges. Pomme gingembre, je pense que ça peut être. On prend ça? Oui. Allez, super. Voilà, on va vous prendre une bouteille. J'ai hâte de goûter. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Au revoir. L'eau qu'on retrouve, hein, qui court autour de Bagnères de Bigorre, là. Ouais, ici, c'est magnifique. Les bagnérières adorent venir se promener, se ressourcer. Ah ouais, je les comprends. Là, on a un petit ruisseau qui s'appelle l'Aigotébio. L'Aigotébio, c'est les eaux tièdes. Si on remonte ce petit ruisseau, là, on arrive aux anciennes thermes de Bagnères. D'accord. Et c'est le départ de notre randonnée. Parfait. Ça fait petite quinzaine d'années que tu vis ici, toi, maintenant, Sandy. Tu aimes accompagner des gens Ouais, et en particulier ici, j'ai pas mal accompagné un public de curistes. Ils sont beaux d'ailleurs, ces petits sentiers-là. C'est même apaisant, je trouve, d'être ici. Bah oui, c'est apaisant et pourtant on appelle ces sentiers-là les allées dramatiques. Allées dramatiques? Mais pour quelle raison? Parce que des gens venaient pour faire des pièces de théâtre et animer un peu les lieux. Ah d'accord, donc on organisait des spectacles, c'est ça? Des fêtes? Grosses fêtes, ouais. Des grosses fêtes. C'était quelle époque ça? Ça, c'était fin 19e. Belle là, cette randonnée là. Ouais, là on est sur un sentier balisé qui nous amène au Tucou. Le Tucou, c'est l'amas rocheux, ouais. Par définition, c'est voilà, ça? Ça porte bien son nom. Là. Ok, l'amas rocheux qui domine Bagnères de Bigorre. Ah, c'est très beau d'ici. Là on voit les baronnies qui se dessinent. Qu'est-ce que tu appelles les baronnies? C'est des petits vallons, des petites montagnettes avec des villages un peu espacés. C'est un endroit vraiment sauvage et préservé. Et pourquoi on appelle ça des baronnies? Les baronnies, parce qu'il y avait soi-disant des barons qui se réunissaient pour parler un petit peu de leur territoire. D'accord, les sommets des barons. Voilà. Les baronnies. Ouais. Nous sommes en baronnie. Exactement. Et où se trouve alors l'emblème des Hautes-Pyrénées? L'emblème, le pic du Midi de Bigorre, se trouve derrière le Monnet. Voilà, on voit par contre le Montaigu. Montaigu et pic du Midi, voilà, deux beaux symboles. Quand même. Ouais. Le piolet, c'est plus un mouvement de poignet qu'un mouvement d'épaule. C'est des outils qui sont vachement performants. Un petit coup sec,
ça suffit. D'accord? Ensuite, les crampons, ça c'est un peu moins intuitif. Parce que si je me mets comme ça, là, sur la pointe, en fait, tu vois, c'est le bout de la chaussure qui va toucher. Alors que si tu baisses le talon, là, tu vas armer les pointes. Jean-Marie et Romain vont vivre une expérience inédite à 2877 mètres d'altitude. Simultanément, on va passer la jambe par-dessus et se mettre à cheval sur la barrière. Voilà. Ils vont escalader pour la première fois la cascade de glace de la face nord du pic du Midi. Écarte un peu les pieds, tu seras plus stable. Ok. Tu vas repartir de là. Ça va? Nickel. Allez, à toi. Hop là. Et alors? Je peux refaire sur les bras. Un peu plus sec. Voilà, là il est ancré. Essaye de sortir un peu les épaules. Tu vois, t'es un peu trop couché sur la glace là. Voilà, un peu plus droit. C'est hyper intéressant, c'est vraiment physique et hyper cool. Bonne sensation, très très bonne sensation. Et cette cascade de glace, qui est un atelier d'initiation pour des gens qui n'ont jamais fait, c'est un peu comme une découverte, un pied à l'étrier vers la haute montagne. En fait, on a un terrain qui est extraordinaire pour faire de la haute montagne, mais ça ne se sait pas trop, c'est un peu secret. À peu près partout où je regarde, je vois un ou plusieurs itinéraires d'alpinisme. Et nous, en tant que guide, on a essayé de valoriser et de faire connaître cette discipline. Tu vois, c'est cet arbre-là que je voulais aller voir. Cette envie de faire connaître cette montagne pyrénéenne, c'est aussi ce qui anime Pierre Meyer. Ouais, c'est vraiment cool ça. Le photographe cherche à en capter l'essentiel. Et là, avec l'ombre. Justement, c'est chouette. Ouais, c'est chouette là, quand même. Ça fait vraiment, ça met vraiment en valeur le relief quoi, et la matière. J'essaie d'avoir une approche assez graphique dans tout ce que je fais. Et en montagne, ce que j'aime, c'est qu'on va trouver vraiment différentes matières, du caillou, de la neige, des arbres, etc. Et je sais pas, pour moi, c'est un rapport assez organique à tout ça. J'aime bien quand on peut ressentir le toucher de la matière en voyant la photo. Faire de la photo en montagne, ça me permet de me retrouver. Je me vide l'esprit dans un environnement que j'aime par-dessus tout. Je vois pas le temps passer, quoi. Joël, lui aussi, partage avec Pierre cette passion pour les Pyrénées. C'est cela qui l'a poussé à devenir accompagnateur en montagne. C'est chouette cet endroit ici quand même. C'est magique. Ouais. Il emmène les gens en balade au sein du Parc national des Pyrénées. Un écrin de nature sauvage encore préservé. Tu vois, les paillettes, ça en fait c'est comme de la rosée du matin qui est venue se geler quoi. Hein. Et après c'est en dessous tu trouves la neige vraiment, tu vois les petits flocons tout blancs qui sont plus en paillettes. Tu vois. C'est hyper léger ça. Faire une boule de neige avec c'est quasiment impossible. Ouais, à souffler c'est cool. Voilà, tu peux souffler ouais. Joël utilise les éléments naturels qui l'entourent pour faire vivre à ses clients toutes sortes d'expériences sensorielles. On peut vraiment prendre des aiguilles de sapin comme ça. N'ayez pas peur de les mâcher. Vous allez voir qu'on va avoir un petit goût d'agrumes en fait. Par contre, si on prend celui-là, si on prend le petit pain qui est là, celui-là il a un goût de pain, de résine qui est beaucoup plus fort.
et beaucoup plus désagréable. Allez-y, mâchez-le franco, n'ayez pas peur. Hein. Celui-là, il est amer. Moi, ce qui me fait vraiment vibrer et ce que j'aime à partager, en fait, ça va être ce retour à l'instinct. La marche amène à quelque chose qu'on pourrait presque apparenter un petit peu à la méditation. Donc on a vraiment nos sens qui vont être en éveil, puisqu'on fait quelque chose que l'homme fait depuis toujours, en fait, qui est d'arpenter, de marcher. Et donc instinctivement, on a un retour à des choses qui sont un petit peu essentielles. C'est-il pas trop gros, ça? On va se faire le yoga ici, puis le casse-croûte. Et maintenant, inspire, lève les bras et regarde les pouces. Et expire, descends pour toucher le sol. Pour que l'immersion soit complète, les randonneuses vont profiter d'une séance de yoga dans un décor de carte postale. Ça, quand on a bien marché avec les raquettes, ça fait du bien. Par le yoga, on reconnecte à soi. Et le fait d'être en pleine nature, ça accentue ce bénéfice-là, puisqu'on va avoir des sensations plus accrues, ressentir la fraîcheur de l'air, par exemple, le contact du soleil sur la peau. Et ça va vraiment nous ancrer dans l'instant présent. Aurélie, Valfroy, Pierre et Joël. Chacun à sa manière a décidé de profiter des bienfaits que leur offre la montagne pyrénéenne et d'y vivre intensément. Tu trouves ton bonheur, Sandy? Ouais, tu vois, là, on est au supermarché, là. Exactement. Supermarché de la vannerie. C'est joli, ça. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, alors? On va laisser faire la créativité. Hein. Alors, tu ne fais que prélever. Hein. Ici, bien sûr, la nature te donne beaucoup de choses. Ouais, en fait, là, c'est vraiment le paradis. On a du saule, du noisetier, du bouleau, du peuplier. Enfin, c'est la porte ouverte pour pouvoir jouer en vannerie sauvage. Quelle définition tu mets derrière vannerie sauvage, toi? Vannerie sauvage, pour moi, c'est vraiment laisser parler son intuition, aller chercher les végétaux qui nous entourent, essayer de voir quels sont ceux qui nous appellent et essayer de fabriquer en fonction. Et là, ce qui est super, ça, c'est vraiment un gros cadeau. Les ronces? Ouais. Alors en fait, on la laisse sur pied, on tire dessus et on va enlever un petit peu tous les petits picots. Et c'est super costaud et l'avantage, c'est que ça amène tout un panel de couleurs. On peut passer du vert pomme au rose fuchsia avec les ronces. Ce que je te propose, c'est d'essayer d'en ramasser sans se faire mal. Ouais. Je vais essayer de couper celle-ci. Tout ça, tu l'as appris en observant la nature? Ouais, je vais essayer vraiment de comprendre comment la nature fonctionne, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, comment est-ce qu'on peut utiliser les anciens savoirs. Ma grand-mère, mon grand-père fabriquaient des paniers en noisetier. Ils étaient dans quelle région, tes grands-parents? Charente. En Charente. En Charente. Voilà, après, je suis partie dans les Alpes. Et après, quand je suis arrivée ici, j'ai vraiment eu envie de me poser et j'ai vraiment eu envie de ne plus bouger, quoi. Et après, tu vois, on peut les fendre en deux. Tu réussis à obtenir quelque chose de très souple et de très costaud. On pourrait en faire du cordage avec ça. C'est beau là le balai aérien qu'on a devant nous. Ouais, ça c'est le Milan Royal, ça. Ils sont magnifiques. Et voilà, on est arrivé au sommet de notre baronnie. Au sommet du casse-tête. Ça s'appelle le casse-tête? Le casse-tête ici, oui. D'accord. Le château. Le château? Le château. Qu'est-ce que c'est là, cette pierre? Ah, ça marque le point haut. Ah, on est à quelle altitude là? On est à 800 à peu près. D'accord. Eh ben, écoute, ça va être notre table de pique-nique. Voilà, c'est ça. On va être bien là, toutes les deux. Hein, je pense, ouais. Je suis très heureuse d'être avec toi. Je voudrais trinquer à toi et à ta jolie vie ici dans les baronnies. Merci beaucoup.
Il est très très bon ce jus de pomme au gingembre. Ouais. Hein? Elle se trouve où de ta maison là exactement? Regarde, elle est juste en bas. Ah, mais c'est pour ça que tu la m'as petite amenée maison ici. bois. C'est pour qu'on voit ta jolie maison. Voilà. Maison que tu as construite avec ton compagnon. Hein. Voilà. Ouais. Surtout mon compagnon. Et c'est lui qui a beaucoup bossé. Charpentier, oui. Ouais. Ah oui, ici les charpentiers, ça aide pour construire une maison. Pas mal. Ouais. Tu vas laisser ton couteau comme ça et tu vas tirer ta tige. Ça permet à la fois de récupérer qu'une partie fine et en même temps d'assouplir la tige. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ces ateliers? En faisant de l'animation nature. Où, mon but, c'est vraiment d'amener les gens dans la nature et d'essayer de voir comment on peut la transformer, comment on peut l'utiliser, comment on peut jouer avec. Donc, par exemple, la vannerie, c'est un exemple. Le côté culinaire, c'est un autre exemple, le côté médicinal aussi. Et ici, on a un potentiel vraiment pour pouvoir faire partager ces activités. On sort juste à côté, on a la matière pour pouvoir tisser, pour pouvoir fabriquer des baumes, pour pouvoir se nourrir. Donc c'est vraiment exceptionnel. Ah ouais, ça c'est sûr, oui. Alors, vannerie sauvage et puis tannerie sauvage, parce que je vois des pots là. C'est quoi ces pots de bêtes? Ça, c'est des pots que je récupère auprès des chasseurs. C'est des pots qu'ils jettent normalement et moi, j'essaye de les valoriser en les tannant de façon naturelle. Et avec ces pots, je fabrique après des instruments à percussion. C'est ce que je vois là devant. Ouais. C'est très très beau. Hein. Attends, je fais une pause là-dessus pour regarder tes petits tambours. Ils sont absolument magnifiques. Tu voudrais bien le faire vibrer pour moi? C'est dans le petit village de Olon, perché à 1200 mètres d'altitude, que Benjamin a choisi de se lancer comme brasseur. Et ce n'est pas un hasard. Quand je suis arrivé dans la vallée, j'avais déjà cette idée de faire une petite brasserie. Et c'est vrai que Olon, c'était un peu l'endroit rêvé. Parce que quand même, on a une très bonne eau à Olon, qui est de l'eau de montagne, quoi, qui est captée à 1700 mètres. Du coup, on a une eau douce, qui est pas mal pour faire de la bière, notamment parce que ça va créer un pétillant qui va être fin. Et l'eau n'a aucun faux goût, elle est quasiment... elle n'est pas traitée du tout, donc vraiment c'est l'idéal, quoi. Benjamin a été soutenu par la mairie du village pour son installation. Pour ses locaux, il paye un loyer à très bas prix. L'idée de faire la brasserie à Olon, ça contribue, je pense, au dynamisme du village. Et effectivement, je pense que c'est un plus pour un petit village de montagne comme le nôtre, puisque faut que c'est un village y vive. Et plutôt qu'être renfermé sur nous-mêmes, au moins on fait un peu parler de nous ailleurs et ça fait venir aussi du monde. Et c'est vrai que, mine de rien, c'est important, quoi. Le premier client de Benjamin est d'ailleurs à peine à quelques pas de chez lui. Salut Julien. Salut Ben. Allez, je t'amène les bières que tu m'avais demandées. Donc de l'ambré, c'était ça, hein? Ouais, pour le cochon braisé, super. Allez, on va faire super. Ça, on va mettre en cuisson lente et puis après pour le jus, c'est impeccable. Et puis écoute, merci à toi et puis à bientôt. Salut. On a de bons produits à portée de main. On est vraiment dans cette démarche locavore. On a l'impression vraiment de créer un cercle vertueux. Et ça nous stimule dans le sens où ça nous pousse à être créatifs, à sortir des recettes qui puissent mettre les sens des clients en éveil et en même temps les produits en valeur. À Olon, 60% des habitants qui travaillent le font au sein même du village. Comme Julien.
c'est compliqué parce que la route elle s'arrête sur la place du village à Hollon et après c'est terminé. Et l'idée de se dire que si on était capable de développer un établissement de qualité dans un endroit un peu type bout du monde, ce serait déjà pour nous une première réussite que d'y arriver. C'était pas gagné, mais on est très content d'avoir fait ce choix-là parce que voilà, on a pu se créer une identité et donner une raison supplémentaire aux gens, au-delà du cadre et de la beauté du village, de venir à Hollon. Ouais. Jean-Bertrand Dubarry est à la tête de la mairie depuis 15 ans maintenant. Après être parti pendant un temps, il a choisi de revenir à Hollon. Ma grand-mère est issue de ce village. Elle a toujours été elle aussi attachée à transmettre notre savoir-faire, notre façon de vivre. Et donc je crois qu'il est important pour toute la communauté de continuer à faire vivre ce lieu, en lui donnant des chances. Alors les chances, eh bien, il faut qu'on les construise à partir de nos richesses. Les richesses dont parle Jean-Bertrand Dubarry, ce sont celles d'un village qui a su valoriser son isolement et sa ruralité pour en faire des atouts. Aujourd'hui, on est 98 habitants permanents, donc pour nous c'est une réelle fierté, d'autant plus qu'à peu près 45% de la population a moins de 45 ans. C'est l'image du renouveau. Les enfants, on y va. Aujourd'hui, une quinzaine d'enfants vivent à Hollon. Et si je glisse sur les fesses, est-ce que c'est grave? Tous les mercredis, ils participent à une activité organisée par la Maison de la Nature du village. Vous allez vous déployer pour rechercher les indices de présence de la faune. Et regardez bien les enfants. On a une empreinte, regardez ici, on la voit bien. On devine qu'il y a le bout des griffes ici et les coussinets qui sont dessous, mais il y a de la neige fraîche qui a recouvert. Je vous donne un indice. Il est roux et il traîne près des poulaillers. On a un renard là qui est venu ici. On est vraiment dans ce qu'on appelle l'éducation buissonnière. C'est le principe de je suis sur le terrain, j'expérimente. Et pour eux, ça, c'est des petites clés qui leur serviront, je pense, même à terme plus tard en tant qu'adultes. Et celle-ci, avec les deux ergots à l'arrière? Le sanglier. Sanglier, hein, regardez. Depuis que je suis enfant, j'aime les animaux. Et donc, souvent, je veux tout savoir sur eux. On découvre les empreintes et aussi comment vivent les animaux. J'apprends beaucoup de choses à la montagne. Donc là, on voit bien la forme du sabot. À l'arrière, il y a les ergots qui sortent. C'était une vraie volonté de ma part de former les générations futures. Là, quelque part, c'est le premier maillon d'une longue chaîne. Donc c'est à nous de transmettre le flambeau et c'est eux, là, ces petits là, de 5 ans là, qui courent dans la montagne. Et tout ce qu'ils apprennent là, ce savoir, ils pourront aussi à leur tour le transmettre. Et ça, c'est important. Les habitants de Hollon peuvent regarder la vie sereinement. L'avenir de leur village semble assuré. Qu'est-ce que c'est beau là, tous ces sentiers autour du lac d'Estaing où nous sommes, avec ces montagnes là qui nous entourent toujours, présentes, un peu protectrices. C'est ça. Ouais. On est un peu resserré par les montagnes, mais en même temps on n'est pas étouffé. Non, c'est vrai. L'avantage du Val d'Azun, c'est une vallée très ouverte des Pyrénées, qui est bien exposée, pour ça qu'on est au soleil. C'est vraiment en profiter en toute liberté. Et balade en liberté, c'est aussi le cas de tes chiens là. Hein. C'est ça, là, on reprend justement le rappel, parce que le husky est un chien qui se balade assez, il aime bien être un peu seul dans la nature, donc il faut arriver à le canaliser. Mais là c'est pas un husky. Alors ça c'est pas un husky, c'est un berger allemand qui justement éduque les huskies. D'accord. Bien soit. Voilà, alors, quand on rappelle le berger allemand, les huskies viennent. Ouais. Voilà, j'ai toujours fait comme ça. Moi, j'ai toujours eu un berger qui permettait de faire l'éducation des chiots. Donc là, on a deux petites femelles, husky, Tequila et Tatooine, qui sont qui ont 6 mois à peu près, toutes les deux.
Alors si tu éduques ces 2 jeunes huskies, Oui. c'est parce que tu es musher. C'est ça. Hein, il faut que tu me redises ce qu'est exactement Alors, un musher, donc c'est les conducteurs de chiens de traîneau. Hein. Nous, on a du husky de Sibérie principalement. On fait ça en compétition et avec la clientèle. Voilà. On amène les touristes et tous les gens qui souhaitent venir partager cette expérience avec nous en balade avec nos chiens, aussi bien l'hiver que l'été. C'est beau de les voir dans ces paysages enneigés, hein, ces chiens, parce que c'est là où ils sont heureux. Ah ben c'est hein. là où ils s'épanouissent, hein. Ils adorent ça. C'est des chiens qui craignent pas le froid évidemment. Soit. Ils jouent là. Hein. Ah, ils jouent, ils s'amusent. Ça fait partie de l'apprentissage. Ouais, exactement, ça fait partie de l'éducation. Hein. Le berger va les éduquer aussi à ne pas faire n'importe quoi, à respecter un certain code, certaines règles. C'est un chien qui va travailler surtout sur la confiance et sur l'amour de son maître, on va dire. C'est pas un chien qu'on peut forcer à travailler. Voilà, il fait ça parce qu'il aime ça. Et pour lui, c'est un sport, hein, c'est vraiment un plaisir, c'est pas du tout une contrainte. Et pour pouvoir avoir cette complicité en fait avec le chien, pour qu'il nous donne plus quand on est en compétition, etc., il faut qu'il soit proche de nous. Est-ce que tu crois que ça fonctionne avec moi si je rappelle Swat? Ben, essaye. Swat, au pied, Swat. Viens. Oh, j'adore. Viens, Swat. Oh, il est super ton chien. Viens, Swat. Assis, Swat. Bien les filles, c'est chouette. Tu vois, bravo les filles. On rappelle le berger allemand et hop, les filles qui viennent. Les filles qui viennent. On arrive sur notre site de Barège, donc on est au pied des pistes du Grand Tourmalet, qui est la plus grande station des Pyrénées françaises. Doucement. Voilà mon fils Émeric. Salut. Salut Émeric, ravi de te rencontrer. Moi aussi. Et donc Émeric qui donc fait de la compétition un petit peu aussi, voilà, il nous accompagne pour son plaisir, pour sa passion. Et en quoi ça consiste alors la compétition, Émeric, raconte-moi. Moi, je fais de la compétition en sprint. Souvent en 4 chiens en général, c'est sur une dizaine de kilomètres. Il faut arriver le premier. Il faut arriver le premier le plus vite possible, c'est ça. Et quel âge tu as? Là, j'ai 16 ans là. 16 ans, ok, donc tu as toujours grandi avec les chiens? Ouais, toujours. Ils font partie de la famille. Une grande famille parce qu'il y a combien de chiens à la maison? Là, on en a une quarantaine. Ok. En tout, ouais. Mais moi j'ai envie de partager un petit peu ton quotidien. Je peux rester un petit peu avec toi? Ah ben avec plaisir, hein. Tu peux rester avec nous toute la soirée, toute la nuit, dormir ici et profiter pour aider mes mushers et moi-même à prendre soin des chiens avant avec plaisir. Le départ. J'ai mes affaires dans le sac. Ben voilà, on commence par quoi? Eh ben on va commencer par les chiens peut-être. Ouais, priorité aux chiens. Voilà, exactement. Okay. On va s'occuper de vous les toutous. Tu peux t'occuper de Schwarzy. Allez Schwarzy, viens là. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, Émeric? On va leur enlever les chaussettes. Mets-toi dessus comme ça ils bougent pas trop. Très bien. Tu leur prends la patte, tu les scratches et juste tu enlèves. Et voilà. Ça leur protège vraiment les pattes, hein, les petits chaussons là comme ça. C'est pour éviter qu'ils se fassent mal aux pattes avec la glace. Bien pour sûr. éviter les gerçures, tout ça. Viens Schwarzy, viens, n'aie pas peur, Attends, je vais t'aider un peu. Ouais, parce que là Schwarzy il est en train de me faire un petit tour de manège. Vas-y. Voilà. Hop, allez Schwarzy, tu peux rentrer. Allez Kiki, tu rentres. C'est l'heure de la gamelle. Il y a du monde. Salut les toutous. Qu'est-ce que tu leur donnes à manger d'ailleurs? Alors moi je leur donne principalement de la truite des Pyrénées. Tu leur donnes de la truite des Pyrénées? Oui. Non mais c'est grand luxe ici. Oui, c'est grand luxe, exactement. Non parce que moi j'adore la truite des Pyrénées. Ah, elle est excellente. C'est parfait Génial. pour les chiens parce que c'est un aliment qui est très riche en protéines, comme la viande, hein, tout simplement. Ouais. Bon, messieurs, dames, Voilà. on vous prépare une petite truite des Pyrénées. Ça vous dit? T'as vu, ils n'ont pas tous la même morphologie. Il y a des mâles, des femelles, des chiens plus gros, des chiens plus petits. Chaque chien a vraiment sa dose spécifique. Donc on va distribuer les gamelles vraiment dans l'ordre précis, quoi. La meute est mixte, ils cohabitent mâles et femelles très bien ensemble. Oui, tout à fait. Tant qu'on n'a pas les chaleurs, il n'y a pas de problème. Donc tu commences par celui-là? Par celui-là, allez, tiens, regarde. Ah bah c'est bon, allez, voilà. C'est moi qui lance. Et ben Émeric, tiens. Bah, allez, je leur pose devant là, c'est bon? Oui, tu peux leur poser devant. Ok. Ça c'est pour qui? C'est pour Roquette, la toute petite. Roquette, ok. Je vais glisser. Oups. Tiens, Roquette. Attends, tiens, je te mets là. Ça c'est pour Vador, le tout noir. Vador. Oula, Vador. Vador. C'est Vador. Tiens, Narcos, pousse-toi. Hop. Donc Lénou, c'est le doyen. Quel âge il a? Il a 12 ans. Vador. Allez.
doucement. Allez, vas-y. Un petit moment de liberté pour les chiens. Et ouais. Bon là, leur journée de travail est terminée. Tu vas les mettre au chaud parce que là, en plein hiver, il fait quand même bien froid là ici. Ici, oui, on est dans le négatif. Donc du coup, on va pas les laisser dormir dehors. On les rentre au chaud pour la nuit. Moi aussi, tu as un petit coin au chaud pour moi? Oui, j'ai un petit coin au chaud pour toi aussi. On va te trouver ça. Un peu plus grand qu'une niche. Ça va, je te remercie. Hop, Mac. Allez, Mac, tu rentres. C'est joli comme tout ça. Je suis vraiment dans la neige, ça va faire un petit cocon. C'est ça, un petit cocon. Comment t'appelles ces petites cabanes? Ça s'appelle un pod. Ça ressemble à un petit igloo, tu vois. Tout à fait. C'est assez sympa. Ah bah j'ai vite fait le tour du propriétaire, mais c'est charmant. Je vais très bien dormir moi ici. Nous montâmes 1000 mètres de dénivelé, je fredonnais du lac mon poème. Il est revenu, qui, l'éphémère, la neige tombée sur la terre. Je vous propose de porter votre attention sur les différentes couleurs. N'hésitez pas à changer les points de vue aussi. Voilà, du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est vraiment d'avancer à pas de chat, comme si vous essayiez de faire le moins de bruit possible en marchant, en adoptant une posture humble, et puis peut-être en prenant conscience de tout ce qui nous entoure. Au cours de ces balades, Manon invite les gens à prendre le temps de redécouvrir ce qui les entoure. Une approche sensorielle et créative en immersion dans la nature. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit stop ici. Il y a une petite technique si vous avez envie d'amplifier le son que vous êtes en train d'écouter. C'est juste de venir mettre vos mains derrière les oreilles. Ça va faire un petit amplificateur naturel. Et on entend le pic qui tambourine. Tout ce qu'on peut voir, entendre, sentir, goûter, toucher, enfin, c'est fabuleux. Il y a 1001 possibilités d'exploration dans la nature, donc on part vraiment de là dans mes balades. Manon va encore plus loin dans sa démarche. Elle forme des thérapeutes et des professionnels de la petite enfance à l'accompagnement en extérieur. Pour Manon, ces bains de nature sont la clé du bien-être. Là, je vais vous transmettre un outil que vous pouvez utiliser avec les différents publics avec lesquels vous travaillez. L'idée de ce jeu-là, c'est d'être vous-même, en fait, votre propre appareil photo. Vous allez être en duo. Anaïs, c'est mon appareil photo. Et moi, je suis la photographe. Et donc, elle a les yeux fermés. Et moi, en tant que photographe, j'ai très, très envie de lui faire prendre ça en photo. Donc, vous pouvez aussi, avec son autorisation, est-ce que tu es d'accord pour que je règle un petit peu l'objectif? Voilà. Et puis, quand vous voulez prendre la photo, tchac! On ouvre les yeux et on fait une pause assez longue pour mémoriser. Super exercice aussi pour la concentration. Ouais, super. Tu vois là, Anaïs, tu peux aussi accompagner avec la parole pour l'aider à porter son attention sur les formes, les couleurs. J'ai vraiment envie qu'on considère la nature comme un espace qui nous fait du bien, on vient de là. C'est justement dans cet espace-là qu'on est capable de trouver tout ce dont on a besoin. Par exemple, j'accompagne des personnes âgées qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. On s'est rendu compte rapidement que quand elles mettaient un pied dehors, il y a tout un vocabulaire qui est revenu, donc ça favorise vraiment la concentration. Et ce qu'on constate aussi, c'est que ça améliore vraiment l'humeur. C'est indéniable, les bienfaits sont vraiment là. À quelques mètres de Manon, plus bas dans la plaine,
une autre femme a elle aussi décidé de se mettre au service du vivant. Cette femme, c'est Catherine Flurin. Depuis 50 ans, elle vit dans sa ferme de 10 hectares, au milieu des abeilles. Et comme tous les jours, Catherine prend des nouvelles de celle qu'elle surnomme sa famille. On met notre oreille contre la paroi de la ruche et on reçoit des informations mais ultra précises. La ruche est bien chaude, il y a des abeilles qui vont et viennent, donc c'est une ruche qui est bien peuplée, bien forte. La ruche là, quand je me suis approchée, immédiatement elle a réagi avec un brummissement aigu, ça veut dire qu'elle veut du miel. Je sais ce que les abeilles demandent. À force, on apprend la langue des abeilles et on arrive à les comprendre directement. Il y a aussi des vibrations de joie, de satisfaction. Quand il y a beaucoup de nectar qui rentre, on entend la joie des abeilles. Catherine est tombée en amour avec les abeilles à l'âge de 10 ans. À 20 ans, elle met au point une méthode basée sur leur respect. Et bien sûr sans aucun produit chimique. C'est l'apiculture douce. Catherine est une pionnière dans le monde des abeilles. Peut-être que je suis un peu une abeille aussi. Il y a des moments où j'ai l'impression d'être transincarnée dans une abeille, parce qu'à force d'être au milieu des abeilles et de travailler avec elles, j'ai complètement adopté la cause des abeilles. Aujourd'hui, se pose vraiment la question de arrêter de penser qu'il y a nous et puis il y a la nature à côté. Les abeilles de Catherine sont issues d'une race locale des Pyrénées. Une race d'abeilles noires, résistantes et adaptées au climat de la montagne. Mais l'hiver, Catherine doit parfois leur apporter des nutriments naturels. C'est la cire d'opercule. Et dans cette cire d'opercule, vous avez de nectar concentré, de miel, de propolis. On va redonner aux abeilles ce merveilleux jus. C'est vrai qu'il est super bon. Les abeilles, elles existent sur cette planète depuis 10 millions d'années. Donc elles ont beaucoup de connaissances à nous apporter. On observe les abeilles pour trouver des solutions d'avenir. À partir simplement d'une eau légèrement sucrée qui est dans la plante, qui en fait vient de la terre et qui s'évapore avec le soleil, elles font l'aliment médicament le plus riche au monde. C'est une véritable alchimie prodigieuse. C'est nous qui sommes sauvés par les abeilles et pas nous qui sauvons les abeilles. À partir de ce que produisent les abeilles, Catherine a imaginé toute une gamme de produits de soins. Sirop pour la toux, crème cicatrisante, sont fabriqués selon des méthodes artisanales qui étaient autrefois pratiquées dans sa famille. David brasse la propolis comme on le faisait il y a un siècle. La propolis, c'est cette substance, sorte de mastic fabriqué par les abeilles pour tapisser leur ruche et l'aseptiser. C'est un ingrédient extrêmement précieux pour la santé. C'est quelque chose de très rare parce que par ruche, on en produit très peu, de l'ordre de 300-400 grammes. On réalise nos extraits en tonneaux de chêne. À l'instar du vin, on retrouve un matériau noble. C'est un respect supplémentaire de la propolis. Au sein de l'entreprise fondée par Catherine, le bien-être est une priorité. Une valeur forte dont profite aussi David. Dès qu'il le peut, il prend une pause dans une chambre d'abeilles. En dessous ici, hop. On peut les voir ici. Là. Donc c'est protégé, on est vraiment quasiment à l'air libre. On est sûr d'une certaine manière que les abeilles ne peuvent pas rentrer, donc il n'y a pas de risque de piqûre et on peut quand même bénéficier de l'air de la ruche qui est très bénéfique pour la respiration et de leur vibration. On vient se mettre en communion avec les abeilles et c'est un côté très apaisant et très dynamisant. On repart vraiment boosté et optimiste pour aller travailler.
les amis. J'ai plutôt bien dormi. Ça va, j'ai pas trop entendu les chiens, au contraire, c'était très calme. La neige n'est pas tombée, mais elle est toujours là. Un petit thé et c'est parti, parce qu'aujourd'hui, au programme, il y a une balade en chien de traîneau. Ah, ça y est, les chiens se réveillent. Ça va être une belle journée. Salut Fred. Salut Sophie. Salut Émeric. Ça va? Ouais, c'est livraison à domicile là. Exactement, moi je vais m'occuper de ta cabane, toi tu vas partir avec mon traîneau. Ok, super. Donc je vais juste te rappeler les bases en traîneau. Hein. S'il te plaît, ouais. Donc quand tu tournes, tu te penches du côté où tu tournes. Ok. Mais surtout, jamais ton genou comme ça, tu le mets D'accord. toujours à l'intérieur du traîneau. Parfait. Quels sont les ordres que je peux donner au chien alors? J et H. Alors. Donc H c'est pour aller à gauche et J c'est pour aller à droite. Et tu donnes les ordres à Mac. Mac, Ok. c'est ton nouvel ami là. Ok, c'est le chien de tête. Exactement, Ok. c'est ça. Ils sont impatients là les chiens, je Ouais. crois qu'il faut y Ouais, aller. ils Hein. veulent y Ok, aller. donc Fred, je te suis. Allez, c'est parti. Ah, c'est un vrai sentiment de liberté, hein Fred. Ah oui, ouais. En plus, on est tout seul là, seul au monde. Les âges de caresse superbes, les chiens sont au top, et moi je m'éclate. Allez, on suit les chiens. Bonjour. C'est bien de pouvoir cohabiter avec les randonneurs, Fred. Oui, et aucun problème, tu vois, les chiens sont très sociables. Ouais. Du coup, il n'y a aucun souci quand on rencontre des gens. Si on croise un lapin, il n'y a pas de souci. Ah, si on croise un lapin, là, c'est autre chose. Là, dans le virage gauche, on prend bien de la vitesse. Je leur dis ha. Et on leur dit ha. Allez, c'est parti. Allez, Mac, devant. Mac. Allez, Mac. Hop. Allez, ok, devant, Misty. Misty, ha. Allez les chiens. Ok. Allez. Voilà, voilà. Allez les chiens, c'est bien. Tu te souviens de la première fois que t'es monté sur un traîneau? Oui. C'était quand et où? C'était en Haute-Savoie, c'était de nuit. On a rejoint un petit refuge en montagne où on a mangé une croziflette. C'est très savoyard, Voilà, ça. c'était très sympa, on est redescendu au clair de lune. Et ça fait partie des moments qui m'ont donné envie de faire cette activité. Sophie, je vais t'emmener dans une institution pyrénéenne qui s'appelle Chez Louisette, qui est une Mais je connais auberge Chez Louisette. gastronomique au pied des pistes. Tu connais? Mais oui, j'étais déjà venue par ici. Ah, moi, je suis très heureuse fantastique. d'aller chez elle. Allez les chiens, tout droit chez Louisette les toutous. Tout droit chez Louisette. Allez, un bon fromage des Pyrénées. Morgane, il va falloir que j'ai un peu de place pour la garbure. Coucou Louisette. Oh bonjour Sophie. Ça va? Mais bon, bienvenue. T'as une merveilleuse journée. Ouais, j'ai de la Regarde chance. Ça me T'as fait de la plaisir chance, de te revoir. On est content de te recevoir aussi. Je sais que tu prépares la meilleure garbure du pays. C'est la spécialité un peu là. J'ai la garbure. Comme tous les paysans savent la faire. C'est vraiment le plat des montagnes, hein, la garbure. Tout à fait, c'est la soupe paysanne. Parce que dans les jardins, on avait les pommes de terre, les carottes, le chou, les oignons. Voilà, c'est la base de là. Et le jarret de jambon, parce qu'on avait des cochons. Et ça fait combien de temps, rappelle-moi Louisette, que tu es ici dans cette auberge? Moi, ça fait 58 ans. Et j'ai 75 ans depuis quelques jours. Et c'est super. Je te fais un bisou. De bon anniversaire. Bon, là, j'ai mis les jarrets de jambon qui ont séché. C'est du jambon sec qui va donner un super goût à la soupe. Ça s'appelle le caillao. En patois, si tu mets pas le caillao, la soupe, c'est la soupe des malades. En patois, on dit la lavadure. Tu sais, c'est ce qu'on donne aux cochons. Mais si tu mets le caillao, là, elle est bonne, la garbure. Mais il faut en mettre beaucoup.
Il y a toujours plein de vie ici dans cette Mais oui, mais ça y est, regarde, là maintenant, le soleil est là, la terrasse va être belle au soleil. Ils vont venir chercher leur œuf au jambon et puis ils vont se mettre au soleil. Donc voilà ma grand-mère qui a construit la baraque en 1905, qu'elle appelle crèmerie. Là sur le toit c'est mon papa. Oh c'est joli. 1905. Il était tout petit là ton papa. Il était tout petit, il avait 3 ans. Donc ma grand-mère faisait des crêpes et elle servait du fromage, du beurre, des plats, la gardure, aux élégantes qui venaient sur les ânes. C'était des gens qui venaient prendre les os. T'as vu le monsieur qui fait la photo, il a un chapeau. C'est pas le style de la grand-mère. Les arrivées d'où là de Varège, par les lacets. Il y a une route en lacets qui fait 4 km. C'était la promenade des belles dames pour venir manger des crêpes. Je vous souhaite un très très bon appétit. Merci beaucoup. Une merveilleuse journée. Merci. Bon, qui c'est qui fait le service? Alors on va commencer déjà. Sophie, je te présente Régis et ses copains chanteurs polyphoniques de Bigorre. Ok, c'est très beau ce qu'on vient d'entendre Régis. Merci Sophie. Ah ouais. Voilà. Donc je chante avec Tête de Rouge avec Jérôme, Nicolas et Benjamin. Voilà, on a vraiment cette passion de chanter ensemble, de fabriquer du son et fabriquer cette polyphonie des Pyrénées qui est vraiment un marqueur du patrimoine immatériel. Le chant que je viens d'entendre, ça m'a mis un petit peu les frissons parce que j'étais au milieu du chœur. Vous chantez en occitan? On chante en occitan, en gascon, voilà, qui est la langue ici des Hautes-Pyrénées, de la Bigorre. Et ce son qui te fait vibrer, en fait, c'est ce qu'on recherche au quotidien. Donc c'est chanté en polyphonie, à plusieurs voix. Donc on essaie de bâtir ce son collectif pour vibrer ensemble. Traditionnellement, ces chants, c'était une forme de communication entre les vallées, entre les villages? C'est surtout un rendez-vous social, en fait. Les gens se retrouvent pour chanter ensemble. C'est des moments intergénérationnels, il y a du tout petit jusqu'au papy qui vient pour chanter. Et c'est des moments partagés qui font du bien. Et cette culture, on l'apporte tous nous, dans nos cœurs et ça nous permet de continuer à la faire vivre en fait. C'était une manière de transmettre aussi les histoires, de parler, en fait, de chanter. Comme ça on se rappelait plus facilement de l'air et ça nous permettait de se raconter les histoires en chantant. Fred, je voulais te dire que je suis très heureuse. Écoute, moi aussi, je suis très heureux. C'est en partie grâce à toi parce que j'ai passé un très très bon moment en ta compagnie. J'ai vu ma copine Louisette et j'ai fait connaissance avec tes amis. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc, ils chantent très bien. C'est le bonheur. Hein, oui, c'est parfait. Tout ça autour de la garbure. De la garbure, on se régale. À votre santé. Elle est bonne la garbure de Louisette. Hein. Ouais, elle est délicieuse. Quand il ne chante pas, Régis Latapy parcourt la montagne à la recherche d'une essence d'arbre particulière, le buis des Pyrénées. C'est l'aspect de son tronc, droit et sans branches, qui intéresse Régis.
Je vais choisir un buis qui est le bois le plus dense sur la chaîne des Pyrénées et qui a des caractéristiques spécifiques pour les flûtes traditionnelles pour conduire le son. Celui-là, ça va être bon. Se retrouver dans ce cadre, c'est aussi valoriser la culture locale, donc la musique, ce qui m'importe, cette musique traditionnelle de Bigorre. Cette culture, elle commence par la nature. Je coupe en hiver parce que l'arbre est au repos, c'est-à-dire que la sève elle est repartie dans les racines et l'arbre en fait n'est pas saturé en sève, en eau, dans le but d'avoir un séchage optimal. Le fait de se retrouver en pleine nature me permet de me ressourcer, d'aller chercher au plus profond l'inspiration. Quand je vais fabriquer ces instruments, je me raccroche souvent à ces moments de calme et de connexion avec la nature. Le tronc qu'il vient de couper, Régis n'y touchera plus pendant 15 ans. Un temps de séchage auquel il ne déroge jamais. Pour commencer à travailler ce bois, tous les ans, je vais lui enlever une partie de sa matière pour qu'il puisse se détendre jusqu'à temps qu'il soit stabilisé. Pour créer une flûte, il faut vraiment de la patience. Il faut surtout vivre au rythme du bois. Régis est autodidacte. Cet ancien de chez Alstom a commencé à fabriquer ses instruments seul. Une passion dont il a fait son métier en se formant auprès d'autres facteurs d'instruments. Il faut avoir une certaine dextérité, des années de pratique pour arriver à être fin et arriver à avoir des motifs précis par rapport aux différents modèles que je veux fabriquer. Si je ne suis pas précis dans mes gestes, je fais partir 15 ans de travail en fumée. Quand je me suis intéressé à la fabrication des flûtes, je me suis aperçu que chaque vallée avait un patrimoine particulier. Et ce qui m'a plu et qui me plaît aujourd'hui, c'est de refaire ces instruments à l'identique. La particularité de cette flûte, c'est qu'il y a une incrustation à l'étain qu'on retrouve dans pas beaucoup de coins des Pyrénées. Quand on démarre une flûte, on ne sait pas ce qu'elle va donner, on ne sait pas comment elle va parler. Et donc à moi de la faire parler le mieux possible. Cette envie de transmettre leur passion du chant polyphonique, c'est aussi ce qui anime le groupe Avista Denas. Bonjour à tous. Bonjour. Hola. Il faut dire bonjour aussi de nouveau. Qui se vire à l'eau claire des... C'est suite à la diffusion d'une de leurs vidéos, qui a fait plus d'1 million de vues, que Michael, Jeanne et Adrien se sont fait connaître. Il fait froid. Je chante avec vous. Ah, merci Denise. Juanita, le refuge, yes. Laquelle vous voulez? Cette notoriété sur les réseaux, on la mesure que quand on nous en fait prendre conscience en fait. Quand on nous dit mais vous venez de dépasser les 26 000 personnes sur Facebook. Waouh quoi, 26 000 personnes, c'est la moitié de Tarbes. C'est quand même énorme pour nous. Avec mon grand-père dans la voiture, on écoutait ça sur la cassette, les chanteurs pyrénéens de Tarbes. Et là, de les avoir aujourd'hui si facilement accessibles sur les réseaux sociaux, ça a démocratisé totalement cet univers-là, quoi. Ce soir, rendez-vous à mon petite église et on fait un concert d'une petite heure, manière, parce que l'acoustique est incroyable là-bas. Ce soir, le groupe a rendez-vous avec son public dans la petite église du village de Mont. Malgré le froid, les chanteurs comptent bien réchauffer l'atmosphère. Église romane. C'est incroyable. Et il y en a plein dans la vallée comme ça, des petites églises. Mais apparemment, on est dans la plus belle. Donc c'est sacrément chouette de pouvoir chanter ici.
Marcher du soir au matin, compter les bêtes à Fabien, se nourrir d'un peu de pain et de raisin, faire courir les isards, jeter le bâton au chien, à la tombée de la nuit, dormir enfin. Il y a 10 ans, on nous prenait un peu pour des vieux, c'était pas que c'était mal vu, mais c'était un peu ringard. Et il y a maintenant pas mal de groupes aussi de jeunes finalement qui reprennent ça. M'a montré comment t'aimer aux Pyrénées. Le chant, ça rythme, comme on disait, les repas de famille, les baptêmes, les mariages, tous ces moments de joie. Et on se rend compte aussi de la puissance finalement du chant. Faire du feu à la gela et contempler la mounia au pied du... On a toujours baigné là-dedans, quoi. C'était notre façon à nous de poursuivre cette transmission-là et que la flamme ne s'éteigne pas. Et le lever des soleils sur les neiges de novembre. Damien, est-ce que tu chantes, toi? Tu peux voir qu'il y a déjà pas mal de neige au bord de la route. Il vaut mieux pour moi et pour mes oreilles, c'est ça, et pour le temps? Ah oui, ouais. Ça c'est sûr. Là, on est dans un beau pays, le Pays Toy. C'est un pays qui est assez vaste. En fait, il s'étend de la vallée de Luce en passant par la vallée de Barège et la vallée de Gavarnie. On a la chance, nous, d'être au centre des montagnes voilà, et au pied de 3 stations de ski. Donc c'est vraiment un paradis pour nous. Il est drôle ce nom, Pays Toy. Le mot Toy, c'est devenu vraiment une identité. On est vraiment fiers d'être Toy, on le revendique. C'est un lien, en tout cas, avec la taille des gens d'ici. C'était des gens de petite taille et on les appelait un peu péjorativement Toy, petite personne. Allez, ça va grimper un peu. Là, on va chez Denis, qui est un éleveur qui nous apporte la laine depuis pas mal d'années déjà. Ouais. On a la chance d'avoir des laines vraiment de très bonne qualité, connues et reconnues dans toute l'Europe. Toc toc toc. Salut les moutons. Salut. Salut Denis. Salut. Je te présente Sophie. Enchanté Denis. Enchanté. Ravi de te rencontrer. Oui, avec plaisir. Bon, on vient de te récupérer cette belle laine. Eh bien ouais. Quand est-ce que tu nous as tondu ces brebis du coup? On a tondu les premières, c'était fin octobre, et les autres, c'était début décembre quand elles sont rentrées en bergerie aussi. La race barégeoise, c'est une brebis rustique qui est très bien adaptée à la montagne, aux estives, elle valorise très bien son territoire. Et sa laine, elle est parfaite pour le textile. Il y a plusieurs utilisations. Donc on a parlé du textile, ça peut servir d'isolant dans les murs et ça peut également servir par exemple dans le maraîchage comme substitut de paillage. Alors bébé? Je pense qu'il a faim. On va lui donner les biberons. Hey, salut toi. Alors? Il faut les habituer tout doucement. Ouais. Là, pour l'instant il est séparé, mais après il sera au milieu des autres avec ses copains. Eh ben voilà, ah ben ça va mieux tout d'un coup. On a bien goûté. Ouais. Voilà. Tu lui as donné un petit nom déjà? Non, non. On pourrait l'appeler Sophie. Ouais. Mais Sophie, non, on ne peut pas parce que c'est un garçon. Donc, ah ben on va l'appeler Damien alors. On va l'appeler Damien alors. J'accepte. Bon, on va peut-être récupérer ta laine. Bon, voilà la laine. Il y a combien de kilos là? Bon, il y a aux alentours des 80 kilos, je pense. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va charger cette laine fraîche. Fraîche, oui, il fait moins de 2. Ouais, et dans quelques jours, si ça se trouve, tu pourras porter un joli pull avec la laine de tes moutons. C'est ça. Ravi de t'avoir rencontré. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à toi, Denis. Oh, il est sympa ton copain Denis. Puis ils sont en bonne forme ces moutons. Il a un joli troupeau. Hein. Ah, franchement, ça fait plaisir d'aller dans une bergerie aussi bien tenue et avec des bêtes vraiment en bon état de santé. Et du coup, ça se ressent sur la qualité de la laine. Bien sûr.
Et là, si tu veux bien, on va faire un petit crochet. Ok. J'aimerais te montrer la plus ancienne église romane du secteur. Et c'est l'église où, entre autres, j'ai été baptisé, où mes parents, ma sœur se sont mariés. Donc c'est un endroit qui me tient à cœur. Ah on l'aperçoit là, voilà, l'église. on l'aperçoit, elle est perchée. Église typique du Pays Taille, alors avec cette pierre très particulière. C'est souvent des pierres, alors c'est pas des pierres taillées, c'est des pierres rondes qui sont intégrées dans les murs. On continue notre périple et on va arriver dans nos ateliers du coup. C'est surtout que ta sœur doit commencer à nous attendre, non? Ah je pense. Hein. Allez. Bonjour. Alors c'est l'avantage de la laine, c'est volumineux mais c'est très léger. J'ai vu ça, Allez. Voilà. Mais dis donc, t'as le stock là quand même derrière. Ah là on commence à avoir 8 tonnes de laine qui s'accumulent. Alors la laine, hop. La voilà. Voilà, cette jolie laine, cette jolie matière première. Alors jolie laine qui a quand même quelques impuretés, va falloir la nettoyer, on est bien d'accord. C'est ça, hein. Là tu le vois, quand on touche cette laine, elle est très encore. grasse, on a les mains qui luisent, il y a quelques petites impuretés. Donc la première étape qu'on va faire dans l'entreprise, ça va être de trier ces laines-là. C'est ce que fait Jérémy. Bon courage Jérémy. Bon courage Jérémy, j'en avais besoin. On va dans les ateliers. Voilà la laine propre, mais dans cet état-là, la laine, c'est de la laine en flocon, on appelle ça, on ne peut pas en faire grand-chose encore. Donc il va falloir lui faire subir encore une étape qui se passe à côté de moi, l'étape de cardage, qui a d'ailleurs donné son nom à l'entreprise. La carde. La carde. Et ouais. Tu vas prendre une grande brassée de laine. Voilà. Et là, on va la répartir tranquillement. Là, il faut faire très attention et on va aller voir de l'autre côté ce qui se passe. C'est joli parce que sort de cette machine comme un petit voile de laine. Ce petit voile de laine qui va nous servir à faire du fil. C'est là où la magie opère. Tout à fait. Donc voilà les métiers à tisser où on réalise toutes nos étoffes de différents grammages et différentes textures. Tu permets que j'essaye quelque chose? Eh bien, avec plaisir. Quel manteau te plairait? Je peux essayer ça? Eh bien, oui. Allez. Parfait. Et voilà. Ah ben, elle est parfaite. C'est sympa, hein? Alors ça, c'est la veste Aude. Veste Aude du prénom de ta sœur. Exactement. Alors ici, on a une tradition, entre guillemets. Les vestes, soit on leur donne le nom de son créateur. D'accord. Ou alors du premier client qui nous a acheté la veste. Ah, c'est marrant ça. Alors ici, on a la veste Martine. Là-bas au fond, on a le gilet Jean-Pierre. C'est marrant, ils ont tous des petits noms. La veste Aude. Parfait. Elle est là, ta sœur? Elle est en haut, elle est en train de tailler les vêtements. Bon, je vais aller la voir pour lui dire tout le bien que je pense de sa veste. Hein, merci beaucoup Voilà. de m'avoir accompagné. Damien, je vais voir ta sœur. Je te laisse la rejoindre. Merci, salut Damien. Salut Aude. Ah bonjour Sophie. Bonjour, ça va? Oui, très bien, merci. J'étais avec ton frère là en bas qui m'a montré tout le processus de fabrication jusqu'à essayer ce manteau. Oui, je vois. Super. Pas mal, hein? Oui, très bien. Ça va super bien. C'est gentil. Ça aussi, c'est vraiment très joli. Moi, j'aimerais bien que tu me montres comment tu as confectionné ce manteau, justement. Avec grand plaisir. Ouais. Ah bah le voilà mon manteau. Hein? C'est ça. Bon, il n'est pas fini celui-là, il y a encore un petit peu de boulot. Hein. Oui. Alors là, ce que tu vois ici, Sophie, c'est le devant de ta veste. Oui, avec les poches. Voilà, le dos est là et tu as donc les manches et la capuche ici. Donc tu vas devoir assembler tout ça. Exactement. Ok. Donc je vais tout épingler et ensuite on passera au niveau de la machine si tu veux bien m'aider à l'assembler. Moi, je te passe les épingles, je suis ta petite assistante. Oui, parfait. Ok. Comment tu t'es lancée, toi, dans cette aventure familiale?
Tu sais, j'ai toujours été ici dans l'atelier avec mon grand-père qui m'apprenait à faire des chaussons, de petites choses simples. Et naturellement, j'ai appris à me servir des machines. Ça a été une évidence en fait pour moi. J'ai toujours aimé créer. L'entreprise que l'on a ici, c'est notre identité, mais c'est aussi la région dans laquelle on est. C'est un patrimoine vivant. Autour, on a ces montagnes, on a ces bêtes, les moutons qui sont là, juste à côté dans les prés. Et le produit fini représente tout ça. Vous êtes encore nombreux à faire ce métier en France. Dans les Pyrénées, vous êtes les seuls. Ouais. Et en France, non, on est plus très nombreux. Bon, on papote, mais il faut peut-être avancer si tu veux qu'on termine voilà. ce manteau-là. Écoute, je viens de mettre les épingles ici, donc Sophie, est-ce que tu veux t'installer? Alors, je veux bien m'installer. Est-ce que je vais bien le faire? Je ne sais pas. Prochaine étape. Alors, tu vas te mettre bien ici. On va coudre à 1 cm. Faut pas coudre tordu là. Hein. Et quand tu arrives au bout, tu fais un gros appui talon. Bah écoute, c'est plutôt pas mal pour une première. C'est pas trop mal. Allez, je fais l'autre côté. Oui. En fait, derrière chaque vêtement que tu confectionnes, il y a toujours une petite histoire qui est l'histoire de ta vallée, l'histoire des Pyrénées. Complètement, oui. L'histoire des montagnes, l'histoire de la météorologie. C'est vraiment du local, quoi. Allez, moi, il faut que je me concentre un tout petit peu. Regarde, hop, je vais trop vite. Voilà, là, je crois que c'est tordu, là. Non, c'est bien. Allez, continue comme ça. À Bagnères de Bigorre se cache un trésor, l'eau thermale. Cette eau qui guérit a fait la richesse de la ville. Déjà, les Romains la surnommaient Vicus Aquensis, la ville des eaux. Une histoire que Jean-Christophe Sanchez a voulu raconter dans un livre. Au XVIIe siècle, l'activité thermale est devenue suffisamment importante pour qu'ils commencent à décorer l'entrée de leur demeure, où ils accueillaient donc tous les curistes qui venaient prendre les eaux dans cette ville dont la renommée dépassait de très loin les limites de la région de Bagnères. Pour que l'essor thermal se déclenche, il y a 2 conditions principales. Première condition, c'est au XVIIe, XVIIIe siècle qu'un personnage important de la cour vienne et soit soigné. Et la deuxième condition, que cette ville a eu aussi une vie thermale à l'époque romaine. Et Bagnères donc va avoir un âge d'or. À Paris et à Versailles, on entend parler de ces eaux miraculeuses. Bagnères devient un centre politique important. D'illustres personnages comme la reine Margot ou Montaigne viennent à Bagnères pour prendre les eaux. Les médecins thermaux s'enrichissent et se font construire de somptueuses maisons. Ici, nous nous trouvons dans une maison médicale et thermale typique qui vont fleurir au XVIIe siècle. À l'arrière, la maison du médecin. Et de chaque côté, nous avons ici des cabinets médicaux. Et de l'autre côté, ici, sur notre droite, nous avons toutes les galeries où se trouvaient les bains. Alors à l'époque, 17e, 18e siècle, l'eau était à un niveau nettement inférieur. Et de l'autre côté se trouvaient les baignoires où les curistes venaient prendre les eaux. Il y avait un proverbe qui disait qu'il y avait plus de sources thermales à Bagnères que de lettres dans l'alphabet. Dans une autre vallée, le village de Barèges va lui aussi bénéficier des vertus des eaux thermales. Christophe Fabre est le directeur des thermes. Il s'est passionné pour l'histoire des lieux. Christophe nous emmène dans les entrailles de la terre, à la découverte des secrets des eaux de Barèges. Là, nous sommes en fait au sein des saints, les origines des eaux thermales. C'est les premières sources qui étaient captées. Les géologues disent que c'est un parcours de quasiment 9000 ans. C'est ce long parcours
d'introduction des eaux de pluie, des eaux de neige qui vont se filtrer en différents minéraux, schistes, calcaire, granit, et qui remontent par les fractures à 42 degrés, ce qu'on appelle une eau hyperthermale. Au XIXe siècle, Barèges devient un important centre de soins pour les soldats blessés. On y soigne les plaies, les amputations et les maladies osseuses. Il y avait un tunnel qui traversait la route, qui rejoignait le bâtiment militaire. Et la nuit, les soldats venaient prendre les eaux et ne se mélangeaient jamais en fait avec les nobles. Et le lendemain matin, il n'y avait plus aucune trace de la venue de ces militaires et de ces blessés. Dans les tunnels, une étrange boue blanche coule dans les eaux chaudes. Nous sommes en présence de la fameuse barégine, qui est une bactérie sulfuraire. C'est comme des sortes de filaments et d'algues. C'est le mélange de l'eau de source avec l'eau thermale qui fait cette réaction chimique et qui crée cette substance qui est anti-inflammatoire et cicatrisante. C'est très agréable au toucher, c'est très doux. À partir de la barégine et d'eau thermale, Christophe Fabre a déjà imaginé une gamme de cosmétiques. Pour lui, à l'heure où la recherche du bien-être passe aussi par les soins naturels, le thermalisme a un bel avenir devant lui. Super joli ici. Bonjour. Bonjour. Je peux vous renseigner? Oui, je veux bien. Je cherche la route pour Campan. Alors Campan, c'est tout simple. Vous redescendez de la vallée. Ouais. Et tout au bout de la vallée, sur votre droite, c'est le premier village. D'accord. Je m'attendais pas du tout à tomber sur une épicerie comme celle-ci. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté là. Alors oui, c'est une épicerie mythique de la Haute-Bigorre. Ouais. C'est l'épicerie de Gabriel et de sa famille, qui a été créée au début des années 1900. Elle est restée en l'état et on l'a fait revivre aujourd'hui avec des produits du terroir, mais aussi des vieux produits voilà, qui rappellent ce souvenir-là. Bien sûr, mais c'était qui Gabriel? Gabriel, en fait, c'était une personne de la vallée de l'Espone Ouais. qui a tenu pendant presque 70 ans cette épicerie avec le bar qui est à côté et le restaurant. C'est drôle parce que je vois qu'il y a les caramels à 1 franc, les boules de gomme et les cocoboers. Il y a même la colle parfumée Oui, qu'on tout à avait fait, à ouais. l'école. Elle avait une Ouais, petite odeur un peu d'amande. Tout à fait, c'est ça la colle avec l'odeur d'amande. Mais oui, c'est Et ça. tous les gens qui rentrent dans cette épicerie veulent absolument retrouver cette odeur caractéristique. Vous avez connu ça vous aussi à l'école? Alors moi je l'ai connue et c'est vrai qu'à chaque fois on avait envie de la manger, d'ailleurs beaucoup la manger je crois. Non, il fallait pas. Oh là là, mon Dieu. Il fallait pas. Ce lieu permet de réveiller aussi ces souvenirs-là avec les produits que vous avez un peu partout, les vieilles boîtes en métal, les présentoirs. C'est comme un musée et qui réveille les souvenirs de toutes les personnes qui rentrent dedans. C'est bien d'avoir regardé tout ça. Mais il y a quand même les produits locaux. Hein. Tout à fait. On vient pour ça. Et je suis venue pour ça quand même au départ. Ouais, dans l'épicerie, on a à cœur de mettre en avant tous les produits qui sont faits et dans la vallée, en Haute-Bigorre et plus largement dans les Hautes-Pyrénées. Ouais. Et ça, notamment, c'est un miel qui est fait à moins d'1 kilomètre dans la vallée. Ouais, il y en a du très bon du miel hein, dans le coin. Ah, le miel de montagne il est excellent. particulièrement Ouais. bon. Ouais. Alors, miel de la vallée de l'Espone, je vais vous en prendre. Peut-être vous prendre aussi, j'ai vu que vous avez des sachets de tisane. Ah ben, rayon de soleil. Voilà, comme ça va faire venir le soleil dans la montagne. Le faire venir. Ça, je vais vous prendre ça. Et je vais vous prendre 2-3 bons becs. Hein, c'est normal. obligatoire. C'est obligatoire. Allez. Si on devait partager cette longue diagonale en 2, on ferait comme ça. Oui. Si on devait la partager en 4, on ferait comme ça. Oui, Ouais. comme ça et Ouais, ensuite ouais, d'accord. Essaye de la partager en 3. Si je fais comme ça, 2, 3, quelque chose un comme peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Tu dois Dans faire l'idée. comme ça et comme ça. Ouais. Et ajuster avant d'appuyer, tu vois. Mhm. Il faut que les 2 pointes arrivent au bon endroit. L'origami, ça vient d'où exactement? Moi, je me suis toujours dit que ça venait du Japon. Mais ça vient peut-être de Chine, non, au départ? Alors en fait, on ne sait pas trop. J'ai vécu en Chine quand j'étais petit. J'ai habité 3 ans à Pékin quand j'étais enfant. Et c'est dans un voyage pour aller vivre en Amazonie
que j'ai découvert l'origami. Et j'y suis allé sans pétrole, donc je suis parti en voilier. Et quand je suis arrivé en Martinique, j'ai rencontré une dame, une rasta d'ailleurs, qui m'a enseigné cet origami. Et c'est celui-là qui m'a donné envie de faire de l'origami. Donc j'ai appris finalement l'origami avec une rasta en Martinique. Et tu me vois, c'est pas banal. Ça c'est drôle. Alors, une fois qu'on est là, on déplie tout. Comme ça. En origami, on est super fort, on peut transformer des montagnes en vallées et des vallées en montagnes. Du coup là, on a une vallée, une montagne, on va faire une grande vallée comme ça. Ok. Transformer des montagnes en vallées. Dis donc, ici, dans les Pyrénées, ça fait un sacré écho. Hein. Ce que je trouve magique en habitant ici, c'est vraiment le fait d'avoir plus grand que nous autour de nous. Et ça rend humble infiniment les montagnes, en fait. Bien sûr. On se sent tout petit. Ça fait vraiment du bien, je trouve, à l'humanité. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, du coup, il y a eu une belle chute de neige et on voyait, il y a un renard qui est remonté le chemin là et qui est venu jusqu'à la boîte aux lettres et qui est reparti. Un renard qui peut être source d'inspiration, je vois. C'est joli, ça. Toute cette petite famille, là. Alors celui-là, il tète le... Ah. Et du coup, il va en dessous comme ça. Et lui dort. Ouais. Et lui, il veut jouer, en fait. Et lui, il veut jouer. Il est comme ça et Oui. lui, il attend. Donc à chaque fois, ça raconte une petite histoire. Ah oui. Hein. L'objectif, c'est pas de faire tous les détails, c'est vraiment de capter qu'est-ce qui est propre à chaque animal, quoi. Qu'est-ce qui m'a touché aussi en lui, dans l'observation. Alors c'est vraiment en observant la nature que tu te dis, tiens, là, je vais pouvoir réaliser ce renard. Là, c'est une mésange à longue queue. Une mésange. Alors là, par contre, je reconnais tout de suite. Ça, c'est une petite loutre. Ouais. Très mignonne. Il y en a qui vivent à 100 mètres de la maison. Ah, tu l'as vraiment observé dans la rivière à côté? Alors, pas avec mes yeux, avec des pièges photos, parce qu'elles sont quand même très nocturnes. Ah oui, donc c'est ce que tu fais aussi. Ouais. Les pièges photos, ça me sert surtout à enquêter en fait, sur la présence des animaux. J'en ai plusieurs, ça me permet de savoir qu'est-ce qu'ils font, imaginer leur trajet. Ah, on pourra peut-être faire ça après. Ouais. Hein? Allez, enquêter en observant la nature. Carrément. On termine ça. Alors j'en suis où, moi, là? Tu replies. Alors, essaye de plier la pointe pour pas qu'elle dépasse. Tu plies jusque-là. Très bien. Ouais, voilà. Comme ça, oui. Pas plus. Et là? Et là, c'est fini. C'est vrai? Ouais, Tadam. Ah, c'est une bouche. Très bien. Ah, moi, j'étais pas... C'est un peu la grenouille à la grande bouche, quoi. Voilà. On n'est pas loin. Ah, il y a une petite crotte là, t'as vu? Il y a toujours des petites traces. Hein. Qu'est-ce que tu vois? Oh, il y a un beau cerf là. Regarde. C'est les bois là qu'on voit? Ouais, il est beau. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire qu'en fait, on cohabite tous, on emprunte les mêmes chemins et juste on n'est pas aux mêmes horaires. Qu'est-ce que c'est beau là, Jonathan, quand on sort de la forêt. Ah ouais, c'est magnifique. Hein. Superbe comme endroit. Hein. Ah, c'est trop beau. C'est là que j'ai observé mon premier gypaète en arrivant dans les Pyrénées. Ouais. Ouais. Et quel était son comportement? Ah, il a fait que passer. En fait, le gypaète, il a ce truc-là de pas battre des ailes. Il suit les courants d'air. Ah ouais, il a juste fait que passer. En fait, je participe au suivi officiel du gypaète. Donc là, en ce moment, je sais qu'il y a un couple à un endroit qui est en train de couver un œuf. C'est un des seuls oiseaux qui commence sa couvaison en plein milieu de l'hiver. Et en créant tes origamis, c'est un peu une façon de rendre hommage à cette nature. Ouais, souvent, ce que j'essaye de faire, c'est de les ramener à l'endroit où j'ai observé les vrais animaux, pour qu'ils soient vraiment dans leur biotope. Quand je les prends en photo, ouais, c'est une manière de les faire s'envoler. Tu veux mes jumelles? Je veux bien regarder. Attends, je vois un oiseau, moi, là-bas. C'est quoi, là? Tu vois, je le vois pas trop dans la forêt, là. Il est grand, en tout cas. Ah, mais c'est peut-être le gypaète. Regarde. Regarde. Ah bah si c'est ça... Bah oui, c'est lui. C'est vrai? Oui. Ah, génial. Toi, t'as de la chance. Hein. C'est ici que t'as vu ton premier gypaète, et moi aussi, finalement. Là, regarde. Ah oui, t'arrives à zoomer dessus. Qu'est-ce qu'il est beau!
Et bientôt se détacher là sur le ciel. Ouais. Mais il est immense. Quelle amplitude il a exactement là quand il a ses ailes ouvertes comme ça? Dans les 2,80 m. Incroyable, c'est pas vrai. Voilà, il est superbe. Avec ce ventre jaune là, c'est pas tout à fait un plumage de camouflage ça. Hein. En fait, ses plumes sont blanches, mais il prend des bains d'eau ferrugineuse. Ok. Donc il se colore et on ne sait pas trop pourquoi, c'est encore un mystère. D'accord. Ah, il est majestueux là, il est vraiment dans son élément. Hein. Merci. C'est un vrai cadeau que tu me fais là. Ces échappées belles pyrénéennes se terminent vraiment très très bien avec ce gypaète comme sentinelle. J'étais très heureuse de vivre ces aventures en votre compagnie. Cette montagne est vivante, puissante. J'ai pris beaucoup de plaisir à la sentir, à la ressentir, à l'observer avec tous ces passionnés comme Jonathan qui ont eu le plaisir et la gentillesse surtout de m'accueillir ici. Je vous embrasse très fort. Vous le savez, vous pouvez revivre ces aventures grâce au replay. N'hésitez pas, vous pouvez aussi nous donner de vos nouvelles sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort. Je profite encore de cette vue sur le gypaète dans le bleu du ciel et sur le pic du Midi. Et surtout, faites de beaux voyages. À bientôt. Alors il est où là? Ah oui, il est vraiment dans le ciel.